Que vous soyez débutant ou véritable loup de Wall Street, la bourse reste toujours un sujet particulièrement intéressant et déchaîne les grandes discussions. Est-ce que c'est le bon moment d'investir en bourse? Est-ce qu'il faut investir en bourse pour être riche? Est-ce que nous sommes dans un marché baissier ou haussier? Est-ce que le prochain crash boursier va avoir lieu dans les prochains jours à venir? Toutes ces questions sont là pour vous faire un petit peu douter, mais avant de savoir si c'est le bon moment d'investir en bourse et si la bourse est faite pour vous, je vous propose de comprendre ce qu'est la bourse afin de par la suite un petit peu la dompter. La plupart des gens voient encore la bourse comme étant des personnes qui courent et crient téléphone à la main un petit peu partout et qui, à la fin de la journée, à la fin de leur activité, rentrent dans leur voiture flambant neuve, se targuant des bénéfices records qu'ils ont fait dans la journée et qui seront bien sûr bien moins importants que ceux de demain. Cette partie existait peut-être par le passé puisque la bourse était dans des lieux bien définis, mais avec le temps, les bourses se sont dématérialisées et ce qui était un véritable métier avant est maintenant un petit peu plus à la portée de tous. Alors pour commencer, qu'est-ce que la bourse? La bourse est une institution privée ou publique dans laquelle on va afficher des prix standardisés et pour lesquels on va avoir une sécurité suffisante pour protéger à la fois l'acheteur mais aussi le vendeur. Il existe donc plusieurs bourses comme par exemple la bourse de New York, le Nasdaq, l'Euronext qui est la bourse principale de l'euro. Il existe également la bourse de Shanghai et de nombreuses autres. On y distingue principalement les bourses de valeur avec les actions, les obligations, les produits dérivés et les OPCVM. Si vous ne savez pas ce que sont tous ces termes, on peut les décrire sommairement. Premièrement, les actions. Si une entreprise décide d'entrer en bourse, on va avoir cette entreprise qui peut être découpée en plusieurs tickets de 100 € par exemple. Si vous achetez un ou plusieurs tickets de 100 €, ce qu'on appelle les actions, vous allez détenir X actions, donc X% de cette entreprise. Le fait d'obtenir ces actions et donc ces tickets va vous donner différents droits, par exemple le droit de dividende, si l'entreprise a décidé de verser des dividendes. Ça va vous donner également le droit de vote aux assemblées, ou tout simplement le droit d'information. Les obligations maintenant, c'est tout simplement une dette étalée plus ou moins à un moyen long terme, généralement par les États, pour lesquels vous allez pouvoir investir, acheter une part de cette dette contre des intérêts versés. Enfin, vous avez les OPCVM qui sont ni plus ni moins que des organismes de placement collectif. Vous allez pouvoir acheter une ou plusieurs parts de ce fonds et le gérant, lui, va pouvoir par la suite investir sur plusieurs marchés. En plus des bourses de valeur, on va aussi avoir les bourses de matières premières. On y distingue les métaux, les hydrocarbures, les céréales, etc., etc. Là encore, le but n'est pas de vous noyer sous un monticule d'informations, le but c'est de vous fournir un maximum d'informations utiles pour démarrer. Si je vous dis maintenant PEA ou CTO, est-ce que ça vous parle? Il faut savoir que la fiscalité française vous octroie certains avantages à investir sur le marché français ou européen. En effet, sous certaines conditions, il vous sera possible d'être exonéré d'impôts. Il vous faudra ouvrir et donc gérer votre portefeuille via un PEA, le plan d'épargne en action. Les conditions sont simples. Vous avez un plafond de versement à hauteur de 150 000 € maximum. Vous devez détenir un PEA par personne. Vous devez investir donc sur le marché français ou européen. Et vous devez donc détenir ce PEA au moins 5 ans. Attention, si vous êtes exonéré d'impôts, vous n'êtes pas exonéré de prélèvements sociaux. Quoi qu'il arrive, peu importe la durée, vous devrez payer les 17,20% de prélèvements sociaux. Pourquoi la France vous offre cet avantage? Tout simplement parce qu'il considère que si vous investissez local, donc sur le marché français ou européen, cet argent va transiter certes, mais va rester sur le sol et va participer à l'économie du pays. Si malgré tout le PEA ne vous convient pas, ou du moins pas assez, par exemple si vous vouliez investir plus de 150 000 €, ou si vous vouliez investir sur des marchés autres que français ou européens, il va vous être possible d'ouvrir un CTO ou contre-titre ordinaire. Vous n'avez pas de limite de CTO, vous n'avez pas de limite de versement, par contre vous avez une seule limite, la fiscalité. Puisque là, il va falloir vous affranchir de la célèbre flat tax ou prélèvement forfaitaire unique en français
de 30%, composé donc des 17,20% de prélèvements sociaux, mais des 12,80% d'impôts sur le revenu. Alors maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un PEA et un CTO, où ouvrir mon PEA et où ouvrir mon ou mes CTO. Pour le PEA, vous l'avez compris, c'est un avantage quand même français. Du coup, pour ouvrir un PEA, il vous faudra en grande majorité passer par des intermédiaires, donc des courtiers ou des banques en ligne françaises. Je vous invite très fortement à ne pas investir et ne pas ouvrir de PEA via votre banque traditionnelle, puisque vous allez être assassiné par les nombreux frais. Je vous ai tout expliqué dans la vidéo de l'assurance vie que je vous mets via le petit i gris en haut de l'écran. Méfiez-vous également des courtiers qui ne sont pas français et qui promettent une ouverture prochaine des PEA. En effet, c'est souvent un petit peu un texte accrocheur et les années passent et le PEA n'est jamais disponible. Je vous conseille donc d'ouvrir un PEA sur des plateformes qui possèdent déjà le PEA de disponible. Personnellement, je possède mon PEA chez Boursorama. Pourquoi Boursorama? Donc en plus des frais réduits qu'ils possèdent, donc je vous ai un petit peu tout expliqué lors de la vidéo sur les banques traditionnelles ou banques en ligne ou néobanques, je vous mets encore une fois sur le petit i gris en haut de l'écran, eh bien Boursorama a plusieurs avantages. Sommairement, les frais réduits. Deuxièmement, une interface plus qu'intuitive. Et troisièmement, une facilité d'information assez conséquente pour le domaine de la bourse. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète sur Boursorama, que ce soit pour l'aspect banque en ligne ou que ce soit justement pour l'investissement en bourse, mais aussi sur d'autres produits comme par exemple l'assurance vie, le plan d'épargne retraite ou encore le crowdfunding immobilier. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai. Boursorama possède également l'avantage de posséder des frais par ordre assez réduits comparé à la plupart des courtiers. Certes, ce n'est pas le moins cher du marché, mais vis-à-vis du prix par ordre que je place et vis-à-vis du produit qu'ils offrent, je trouve que le prix est raisonnable et ça me convient pour le moment. Attention, le minimum tout de même par ordre est de 100 € chez Boursorama. Si jamais ça vous intéresse du coup d'investir par Boursorama, je vous mets en commentaire le lien de bonus parrainage qui vous fera bénéficier entre 80 à 130 € de bonus parrainage. Pour ouvrir un CTO maintenant, j'utilise personnellement DeGiro pour ses frais réduits et Interactive Broker pour ses frais réduits également, mais aussi pour la possibilité de fraction d'action. Qu'est-ce qu'une fraction d'action? En effet, si je prends l'action la plus chère actuellement, qui est la classe A de Berkshire Hathaway, même si elle a perdu 2,66%, elle vaut un peu plus de 436 000 $. J'ai beau être investisseur, je n'ai malheureusement pas pour le moment la possibilité de m'acheter une action complète. Je peux donc via Interactive Broker acheter une fraction de cette action plutôt que l'action entière. Attention, ce service de fraction d'action a tout de même un coût puisque c'est un service. Et également, il y a plusieurs pièges à éviter. En effet, bon nombre de courtiers en ligne vous proposent de faire cette fraction d'action, mais vous omet de vous prévenir que vous n'allez pas bénéficier de certains avantages. Par exemple, on le verra par la suite, pour les actions à dividende, pour percevoir un dividende, il faut être titulaire d'au moins une action. Or, si vous n'obtenez qu'une fraction de cette action, vous n'allez pas obtenir le dividende fractionné, mais pour certains, vous allez obtenir 0 €. De même, si la somme de vos fractions fait finalement une action, eh bien certains courtiers ne vont pas faire l'effort de vous verser le dividende puisque vous ne serez pas le dit propriétaire de l'action elle-même. Autre point de vigilance qu'il va falloir tout particulièrement observer pour ces courtiers qui fractionnent les actions, ça va être le spread. Qu'est-ce que le spread? C'est tout simplement la différence de valeur d'achat que vous allez avoir sur votre courtier et la valeur d'achat réelle de l'action. Je m'explique, si une action vaut par exemple 100 €, elle va valoir 105 € à l'achat sur votre plateforme. De ce fait, vous allez observer un spread de 5 €. Il va falloir être d'autant plus vigilant sur ce spread quand vous allez réaliser la fraction d'action. Je vous ai pris un chiffre rond. Maintenant, si je vous prends un chiffre impair, un virgule, et que finalement là, vous prenez une fraction d'action, vous allez tomber sur un chiffre un petit peu justement moindre. Vous allez vous dire c'est bon, c'est normal, j'ai pris une fraction d'action, mais ce chiffre moindre va quand même être élevé de 5 € via ce fameux spread. Et ça, sans le voir, sans le savoir, vous allez perdre de l'argent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, faites très attention au choix de votre courtier quand vous utilisez le fraction d'action. DeGiro, lui, ne possède pas ce problème puisque vous ne pouvez pas effectuer de fraction d'action. Donc si vous souhaitez investir à des frais réduits, je vous mets
Également en description, le lien de parrainage de Giro et le lien de parrainage Interactive Broker. Maintenant que l'on sait où ouvrir notre PEA et où ouvrir notre CTO, est-ce qu'il faut faire un PEA ou un CTO en autonomie ou en gestion pilotée? Là encore, tout dépend de votre stratégie. Si vous ne voulez pas faire le travail de recherche, si vous ne voulez pas dépenser du temps et de l'énergie à justement évaluer chacune des actions, évaluer chacun des ETF, si vous ne savez pas tout ça, on va le décrire par la suite. Mais si vous ne voulez vraiment pas dépenser du temps et de l'énergie, vous pouvez tout simplement déléguer la gestion de votre PEA ou de votre CTO. Alors, où ouvrir dans ce cas-là votre PEA ou votre CTO? Eh bien, moi, je vous conseille Yomoni. Pourquoi Yomoni? Si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée de tous les avantages que procure Yomoni dans la vidéo de l'assurance vie. Je vous remets le lien via le petit i gris. Mais tout simplement, et sommairement, Yomoni possède plusieurs avantages. 1, d'être français. 2, de posséder l'agrément AMF. Et 3, d'avoir une interface assez vraiment intuitive sur lesquelles investir. En plus du PEA et du CTO, vous pouvez également investir sur un PER ou par exemple sur une assurance vie. Enfin, dernière raison, ça va être vraiment pour leurs frais réduits. Pour le PEA, par exemple, c'est 1,60% de frais par an maximum. Honnêtement, c'est très compétitif. Il y a peu de concurrents qui vont fournir un service qualité-prix aussi remarquable. Donc si vous voulez vraiment déléguer la gestion de votre PEA ou de votre compte titre, je vous mets les liens en commentaire. Je vous l'ai dit un petit peu subtilement, actions ou ETF. Un ETF, c'est ni plus ni moins qu'un panier d'actions qui va répliquer un indice. Je m'explique, vous avez par exemple l'indice du CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises de France. Donc plutôt que d'investir sur les 40 actions du CAC 40, pourquoi pas investir sur l'ETF qui réplique le CAC 40 directement. Attention tout de même, comme le service de fraction d'actions, c'est un service, l'ETF, donc chaque service a un coût. Je vous invite donc à bien vous renseigner sur chacun des ETF dans lesquels vous voulez investir, mais dans tous les cas, sachez que l'on prépare prochainement une vidéo spéciale sur faut-il investir l'ETF ou non. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo en bas à droite de l'écran et en activant la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos. Nouvelle question à se poser, faut-il investir dans des actions ou des ETF à capitalisation ou à dividende? Une action à capitalisation, ça va être par exemple une entreprise qui va encaisser ses bénéfices et qui va les investir dans de nouveaux produits, faisant ainsi grossir encore plus son entreprise. Si son entreprise grossit encore plus, la valeur de son action devrait elle-même suivre. À l'inverse, une action à dividende, ça va être des entreprises qui, au lieu d'encaisser et de réinvestir ses bénéfices, eh bien, elle va tout simplement redistribuer une part de ses bénéfices sous forme de dividendes à ses investisseurs, donc aux propriétaires des actions. Ce dividende va donc être versé soit en argent ou soit en actions. Attention tout de même, il faut savoir que le prix du dividende va être décaissé du prix de la valeur d'action. Par exemple, si l'action vaut 100 euros et que l'entreprise verse un dividende de 5 euros, après le détachement, on appelle ça du dividende, la valeur de l'action ne sera plus de 100 euros, mais bien de 95 euros. Mon choix est alors un double choix, puisqu'en fait, je vais faire tout simplement les deux stratégies. Pour mon PEA, je vais me concentrer uniquement sur les actions à dividende. Pourquoi je choisis les actions à dividende sur mon PEA? Eh bien, pour 4 raisons. La première, si la valeur de l'action augmente, eh bien, je vais profiter de mon dividende et de la plus-value réalisée sur l'action. Si la valeur de l'action est stable, je vais donc profiter de mon dividende et je vais juste être entre guillemets payé pour attendre que la valeur augmente. Enfin, si la valeur de l'action diminue, eh bien je vais tout de même percevoir mon dividende et je vais même avoir une opportunité de réinvestir pour avoir plus d'actions. Si j'ai plus d'actions, eh bien pour le prochain versement, j'aurai plus de dividendes. Et si l'action augmente par la suite, eh bien j'aurai ainsi une double plus-value. Enfin, dernière raison pourquoi je le fais sur le PEA, eh bien ça va être en lien sur la fiscalité. Je vous ai dit précédemment que le PEA possédait l'avantage d'avoir une exonération au bout de 5 ans sur les retraits, mais il possède également l'avantage que si vous ne percevez pas avant ces 5 ans ou même après ces 5 ans, vous ne payez pas d'imposition ni de prélèvements sociaux. C'est-à-dire qu'admettons, si votre PEA n'a pas encore 5 ans, si vous percevez le dividende et que vous décidez de le prendre sur votre compte en banque, là déjà ça va clôturer votre PEA et vous allez devoir payer l'imposition.
Si vous attendez les 5 ans et que vous décidez de faire un retrait de ce dividende sur votre compte courant, eh bien là, vous allez être exonéré d'impôts. Mais si vous décidez, au lieu de percevoir ce dividende, de le réinjecter, eh bien là, vous n'allez ni payer d'impôts, ni payer de prélèvements sociaux, et donc vous allez faire jouer les intérêts composés. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo sur les intérêts composés, je vous invite tout de suite à aller voir cette vidéo. C'est notre meilleure vidéo et elle a des retours incroyables. Pour mon compte titre ordinaire, donc le CTO, je vais donc appliquer une autre stratégie. Je vais investir soit via des actions qui ne seront pas forcément à dividende, ou soit sur des ETF qui ne seront pas non plus à dividende. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, je vous les ai citées précédemment, si je prends des actions à dividende, vu que je suis sur un CTO, dès lors que je vais percevoir en argent le dividende, je vais avoir la célèbre flat tax de 30% sur ce dividende. Si je vais percevoir ce dividende sous forme d'action, là, il y aura une exonération. Donc bien cibler ces dividendes si vous voulez le faire via un compte titre ordinaire. Deuxième raison, ça va être la diversification. Je vous le dis à chacune de mes vidéos, mais être investisseur, c'est savoir se diversifier. On n'a pas de boule de cristal, on n'a pas la science infuse, donc il faut qu'on se protège. Et cette protection va passer par la diversification. Si par exemple mes actions à dividendes s'avèrent être une mauvaise stratégie, eh bien c'est pas grave parce que j'ai mon compte titre ordinaire qui lui est basé sur une autre stratégie. Du coup, je n'aurai que 50% de mon portefeuille total en bourse qui sera impacté. Vous pouvez donc réaliser ce travail de diversification à plusieurs échelles, soit entre domaines d'actifs, vous pouvez investir sur la bourse, mais aussi l'immobilier, aussi les crypto-monnaies, etc., etc. Au sein de chaque classe d'actifs, donc par exemple la bourse, vous pouvez investir soit uniquement sur des actions, mais non, vous pouvez aussi diversifier avec des obligations, des OPCVM, comme je vous le disais précédemment, des matières premières aussi. Et vous pouvez également diversifier encore chacune des actions, soit via l'action elle-même à dividende ou à valeur capitalisante, soit en faisant action ou ETF, et pour les mêmes raisons, ETF à dividende ou à capitalisation. Attention tout de même à ne pas trop diversifier, puisqu'il a été prouvé qu'il ne faut pas plus de 20 à 25 lignes dans son portefeuille boursier pour ne pas justement trop user de ce pouvoir de diversification et ne pas à l'inverse ne pas faire assez travailler notre argent en concentrant sur les 20 à 25 actions prédominantes de notre portefeuille. Pour finir, quand et comment placer son argent? Le marché fluctue continuellement, à la hausse mais aussi à la baisse. Alors est-ce qu'on est dans un bull market ou un bear market, c'est-à-dire un marché haussier ou un marché baissier? Eh bien ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. D'ailleurs, petite info, petite astuce, est-ce que vous savez pourquoi on dit qu'un marché haussier est un bull market et un marché baissier un bear market? En réalité, le marché bull market, donc marché taureau, est dit comme ça puisque le taureau possède des cornes et que pour attaquer avec ses cornes, il part de bas en haut. Nous serions donc dans un marché haussier. A l'inverse, le bear market, donc le marché ours, est dit tel pour un marché baissier puisque l'ours va, avec sa patte et ses griffes, attaquer de haut en bas. Et d'ailleurs, si tu viens d'apprendre quelque chose dans cette vidéo, tu connais la chanson, un petit like, un petit commentaire, on s'abonne pour ne rien rater des prochaines vidéos et des prochaines astuces. Malgré toutes les techniques et statistiques ou d'autres termes en hic qui sont à votre disposition pour analyser le marché afin de trouver le point le plus bas pour trouver votre point d'entrée et d'acheter, ou alors trouver votre point le plus haut afin de revendre, il faut savoir que l'AMF considère que 90% des gens ne battent pas le marché. Alors est-ce que ça vaut le coup de passer un temps faramineux à étudier chacune de vos actions et pour trouver ce point le plus bas et ce point le plus haut, au risque de vous tromper avec notamment des crises qui arrivent comme les crises du coronavirus, la guerre en Ukraine, qui rendent encore plus difficile l'anticipation de ces fluctuations de marché. Pour ma part, je ne considère pas que c'est le moment pour moi de concentrer mon énergie dans cet investissement. Je préfère concentrer mon énergie ailleurs et adopter la méthode d'investissement dit DCA pour Dollar Cost Averaging. Cette technique consiste donc à lisser ou moyenniser notre point d'entrée en achetant régulièrement, par exemple tous les mois, notre action. Si vous investissez par exemple dans un marché baissier au mois de janvier sur une action qui vaut 100 euros, eh bien si vous investissez maintenant, vu qu'on est en marché baissier, vous allez perdre de l'argent. Si c'est votre unique point d'entrée, là vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, puisque votre analyse ne sera pas bonne. Par contre, si vous adoptez la valeur
du DCA, donc la valeur de dollar cost average pour lisser votre point d'entrée, et bien au mois de février, par exemple, ce ne sera plus 100 euros, mais 50 euros votre point d'entrée. De ce fait, votre point d'entrée moyennisé ne sera pas de 100 euros, mais bel et bien de 75 euros. Plus vous allez appliquer cette méthode DCA dans le temps, plus vous allez pouvoir moyenniser à la baisse votre point d'entrée et donc profiter de bénéfices plus importants. Attention, et je finirai par cela, sachez que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En effet, vous restez maître de vos décisions, mais sachez qu'il n'y aura pas de meilleure stratégie que la vôtre si vous êtes en accord avec vos recherches et votre investissement. Et de toute manière, si vous ne faites rien, vous allez perdre de l'argent avec l'inflation. Faites bien vos recherches, croyez en vous, investissez, gagnez, perdez et relevez-vous pour gagner encore plus d'argent. C'était Mathias, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.